cadre de ce séminaire que je vous rappelle, cette année a comme fil rouge les êtres d'exception non humains. Je tiens à rappeler que le séminaire cette année est dédié à Dimitri Karadimas, excellent chercheur qui a essayé pendant toute sa carrière de faire dialoguer l'archéologie et l'ethnologie et qui nous a quittés l'année passée. Avant d'écouter dans la deuxième partie du séminaire Laurent Sagard, illustre linguiste et sinologue, que mon collègue Pierre Leroux aura l'honneur de présenter, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous présente les premiers deux intervenants de la journée, c'est-à-dire Marc-Emmanuel Grand-Georges et ici à ma gauche Ayoub El Araf, deux étudiants de Master 2 d'anthropologie sociale et culturelle ici à Strasbourg, à la faculté de sciences sociales. C'est grâce en fait à une très belle idée de mon cher collègue Pierre Leroux que le séminaire, à partir de 2016, mélange dans certaines sciences deux intervenants dits seniors avec des jeunes chercheurs comme Ayoub et Marc-Emmanuel. Dans le cadre de son séminaire de M1 intitulé « Des racines au feuillage, ethnographie des pratiques quotidiennes dans le Bwiti Misoko à Senguedia », j'espère que j'ai bien prononcé, Marc-Emmanuel a effectué un terrain de 3 mois au Gabon, dans la région de Moyenne-Ogooué. Il est également titulaire d'une maîtrise en psychologie clinique, psychanalyse et psychopathologie. Aujourd'hui, il va nous parler des arbres d'exception, traitement et utilisation des produits forestiers dans le Bwiti Misoko à Senguedia. Ayoub, de l'autre côté, Ayoub El Araf est titulaire de licence de muséologie et d'une master en ethnologie. Dans le cadre de son mémoire de M1 intitulé « La migration clandestine d'origine subsaharienne au Maroc, ethnographie d'un camp migratoire », Ayoub a effectué lui aussi un terrain de 3 mois, notamment dans la capitale Rabat et aux alentours. Ayoub vient juste, comme vous le savez, de publier un article intitulé « La migration clandestine subsaharienne au Maroc, habiter un camp, penser une frontière », dans les travaux de recherche des étudiants d'Institut d'ethnologie, acte de la journée interannée 2017 aux éditions de l'Institut d'ethnologie sous la direction de Mathieu Louis, chargé de cours à l'Institut d'ethnologie. Et aujourd'hui, Ayoub va nous parler de Dieu des migrants, pratiques et croyances religieuses des migrants subsahariens au Maroc. Je m'excuse avec tout le monde pour avoir changé de salle aux dernières minutes. C'est malheureusement des choses qui arrivent. Et je vous souhaite un bon séminaire à toutes et à tous. Je souhaite tout d'abord remercier les organisateurs de la journée de me donner la chance d'intervenir durant le séminaire, et surtout un séminaire qui aujourd'hui accueille un grand homme comme Laurent Sagard et d'autres chercheurs de rang A et renommés. Et du coup, mon humble personne stresse un peu à l'idée, mais je vais faire ce que je peux. Donc, je vais présenter ici les premiers résultats de mon ethnographie, pas les résultats de mon ethnographie, de ma première ethnographie au Gabon, dans la région donc, du Moyen-Ogooué et au village tout proche du village de Bifoun, à Bifoun 3. Donc Bifoun 1, 2, 3, on est à une trentaine de kilomètres du village que je vais présenter. Comment on fait ? Ici, là. Voilà. Donc, durant mon intervention, je souhaite donc vous parler de l'utilisation des produits de la sylve. La sylve est un mot qui définit la forêt équatoriale. Dans le Bwiti Misoko, donc à Senguedia. Mais qu'est-ce que cela ? C'est la première question qu'on doit se poser quand on voit un peu mon titre. Le Bwiti est donc un ensemble rituel assez complexe qui mêle entre autres une religion, initiation, médecine traditionnelle par les plantes, mais aussi des veillées et une pratique de la divination. Pour ceux qui sont initiés, qu'on nomme les gangas, c'est aussi une philosophie ou un mode de vie. L'ensemble est en tous les cas centré sur la consommation des racines d'une plante râpée qui est l'iboga, donc vous voyez un des arbustes ici. Et là, ce sont les racines. Donc elles sont râpées, elles sont consommées. Elles sont considérées en France comme un hallucinogène, comme une drogue dure hallucinogène, mais sont aussi étudiées dans un intérêt de la lutte contre l'héroïne, depuis que Howard Lotsoff en a fait l'expérience et a été désintoxiqué à vie. Sauf que les laboratoires pharmaceutiques regardent un peu d'un mauvais œil ce produit un peu supposément miracle, qui est utilisé dans certains pays d'Europe,
en cure de désintoxication et réfute son efficacité en absence de protocole de double aveugle, qui sont les seuls à avoir les moyens de faire, bien sûr, donc on est dans un débat. Moi, ce que j'interroge, c'est comment dire ça, l'efficacité des processus de l'utilisation de cette racine hors du cadre rituel dans lequel elle a été découverte, puisque quand on la consomme, effectivement, tend à prouver qu'on ne peut plus consommer d'héroïne ou que la dépendance cesse, mais à l'initiation, tout un cadre est effectué. On ne donne pas juste de l'iboga et la personne est lâchée dans la nature. C'est tout un processus qui est effectué. L'autre point commun, souvent affilié à tous les bouitis au Gabon, c'est l'utilisation des ossements humains pour la fabrication des protections, mais aussi dans des produits qui sont ingérés. Par exemple, normalement, dans d'autres rituels, à ce qui est dit par les autres auteurs, de la poudre de crâne humain est mélangée à l'iboga qui est consommée pendant l'initiation. Et c'est le crâne humain qui vient donner sa puissance à la personne, qui vient renforcer la racine. La racine a une puissance, mais le crâne humain aussi. Et c'est le mélange des deux à la base qui permet à la personne de passer le stade de l'initiation. Ensuite, le deuxième terme après bouiti, c'est misoko. Le bouiti est divisé en plusieurs branches, mais j'ai utilisé une photo d'arbre car mes informateurs utilisent toujours cette métaphore de l'arbre, c'est un arbre avec plusieurs branches. Donc on a bien le bouiti. Le bouiti d'Isumba, c'est la mère de tous les bouitis qui étaient pratiqués par les Mitsogo, une ethnie bien particulière au Gabon. Je vais raccourcir un peu pour le temps, qui ont trouvé l'iboga. En fait, les Mitsogo sont venus du nord-est de l'Afrique en arrivant au Gabon, et c'est un peuple de plaine. Donc en arrivant face à la gigantesque forêt équatoriale gabonaise, c'est en rencontrant les pygmées qu'ils ont pu rentrer en forêt, et c'est les pygmées de forêt qui leur ont fourni l'iboga. On a un archéologue, je ne sais pas noter le nom, s'il me revient, je vous le redonnerai, je l'ai complètement oublié. Il m'en voudrait, je le connais en plus, qui a découvert des racines, des cendres d'iboga de plus de 2000 ans. Donc c'est vraiment une consommation qui est effectuée depuis longtemps par les pygmées de la forêt, en tous les cas, selon lui. C'est eux qui ont fourni l'iboga aux Mitsogo, et c'est, comme le disent Otto Golfer et Roger Silan dans l'ethno-histoire des Mitsogo du Gabon, c'est dans l'infernal, eux citent ça comme ça, l'infernale machine à symboliser Mitsogo qui est née de Bouiti, de la rencontre de la plante. Et dans leur façon de symboliser, ils ont fait naître ce rituel parmi une douzaine d'autres de sociétés masculines et féminines. Naît ensuite donc le Bouiti Misoko, le deuxième Bouiti historique à naître, qui lui, en fait, le Bouiti Misoko, c'est celui qui est pratiqué par toutes les autres ethnies que les Mitsogo et les Fans. C'est donc une pluralité de bouitis, je vous en ai donné deux, la Singédia c'est celui que j'ai pratiqué, et le Gondé c'en est un autre des très grands, un des majoritaires au Gabon, mais il y en a énormément. Voilà. Et il a été créé par mariage, par échanges commerciaux avec les Mitsogo, par leur rencontre en fait. Les autres ethnies se sont inspirées du rituel pour créer le leur, pour le reprendre, et utiliser toujours de façon centrale l'iboga et les ossements humains. C'est récemment que le dernier bouiti, appelé bouiti Fan, est né. A été créé par les Fans. Les Fans avaient avant le Mvet, qui était une épopée en fait initiatique, qu'ils ont perdu à force de migrer, à force de rencontres. Et en fait, au Gabon, ils l'ont remplacé peu à peu par le Bouitifan, qui est en fait un énorme syncrétisme de catholicisme, de Disumba, de Misoko et de Mvet. En fait, c'est vraiment un ensemble complexe et très étudié, puisqu'en fait, c'est le plus pratiqué dans la capitale. Donc, il ne demande pas d'aller en forêt. Donc, il est accessible facilement, et c'est celui qui est le plus pratiqué aussi par les Occidentaux qui font des voyages initiatiques. Donc, c'est celui qu'on trouve le plus dans la littérature. Voilà. Donc, le Bouiti Misoko Asangedia, enfin, fait référence donc à une sous-branche du Bouiti Misoko qui a été créée par Dikulangoy Ngotogo, dont vous pouvez voir le nom Ngotogo ici. Il est mort, cet homme est mort le 17 août 1965. Il a créé la Sangedia suite à une vision qu'il a eue de son père recollant les morceaux de crâne qu'il avait utilisés dans sa vie pour pratiquer le bouiti. En fait, plus précisément, dans la journée, il avait été en forêt, il a vu un esprit qui avait pris la forme d'une femme blanche, et en le suivant, il a entendu, en voulant rattraper l'esprit, il a entendu des chants, et en voulant trouver la source des chants, il a trouvé des plantes qui dansaient, qui se balançaient de droite à gauche, et qui chantaient. Lui a pris ça comme après cette vision, il a décidé d'organiser une veillée, dans laquelle mes informateurs me disent qu'il est tombé dans le coma, et a eu cette vision de son père qui recollait les morceaux. Donc pour lui, les choses étaient claires, il fallait purifier le bouiti, il fallait créer une branche du bouiti qui soit dite pour lui pure et qui permette de se séparer des crânes humains, de ne plus les utiliser et d'utiliser les plantes à la place. Comment peut-on passer des crânes humains aux arbres? C'est simple, c'est parce que les arbres au Gabon poussent sur les ancêtres.
En fait, on n'utilise pas l'enterrement, on n'utilise pas l'incinération au Gabon. Historiquement, les corps étaient juste déposés en brousse, entourés de cailloux, et laissés en brousse en fait aux animaux, et donc ils se décomposaient au pied des arbres en fait. Aujourd'hui, la pratique a été interdite par les colons français, et donc elle n'est plus pratiquée, mais on reste sur cette philosophie. Les arbres poussent sur les ancêtres, ils sont donc les ancêtres en partie. Donc voilà, donc mon père, le maître rituel chez lequel je me suis rendu est le descendant direct en fait c'est le petit-fils initiatique direct de Ngotogo, c'est le seul. Entre eux il y a un, mais je ne vais pas continuer, voilà, c'est lui, c'est Binana George. Voilà, donc la preuve que je n'ai pas vu d'ossement humain, c'est que ça c'est un des boutis du temple, c'est une des choses les plus importantes et les plus puissantes qu'il y a au temple, et j'ai pu assister à son renforcement, parce qu'à force il s'use, les attaques sorcellaires, les choses comme ça, il y a besoin de le renforcer. Donc il l'a ouvert devant moi. Je me permets, le bouti que vous montrez, cet objet, vous l'écrivez avec un petit b, Un petit, oui. Et le bouti avec un grand B, vous C'est entendez l'ensemble du rituel. C'est ça. En fait, est appelé bouti, moi je le mets avec un petit b pour, est appelé bouti le rituel, mais aussi des pratiques ou des objets qui sont utilisés dans le cadre du rituel. Donc ça, pour eux, ils appellent ça un bouti aussi. En fait, je n'aime pas ce mot, mais c'est un fétiche. Voilà. Donc, mais j'ai pu donc assister à son ouverture et constater qu'il n'y avait aucunement d'ajout de crâne humain ou de morceaux de crâne humain à l'intérieur, mais seulement des plantes et des morceaux d'écorce qui étaient rajoutés. Donc, j'ai, en tout cas, moi, sur mon terrain pendant les 3 mois, vu des choses importantes s'ouvrir devant moi, se faire, sans jamais voir de crâne humain. Donc, les arbres. Mais avant tout, chaque arbre a aussi des caractéristiques et qui en font des êtres particuliers. Ici, on peut voir en langue le Mwambwabeng. En France, on l'appelle le Mwambé jaune. Vous avez son nom, à chaque fois le nom scientifique ici. Tous les noms scientifiques que j'ai viennent de cet ouvrage, Les arbres utiles du Gabon. Tous les noms scientifiques que j'ai notés là viennent de cet ouvrage. Donc, comme on peut le voir, c'est une écorce à la couleur jaune vive. Elle est donc affiliée par les gangas à la bile et sert dans le traitement du diabète. Et son amertume aussi, c'est une écorce extrêmement amère quand elle est consommée, est aussi un trait caractéristique pour eux. Une autre écorce, c'est le morubi, qu'on appelle niové en français. Le trait saillant est qu'il saigne. Ici, c'est pas on voit un peu mal, mais c'est pas du sang humain, c'est bien le sang c'est bien la sève de l'arbre qui, en fait, dès qu'on le blesse, s'écoule. Là, on voit pas très bien. Ici, on avait un rituel d'échange de sang, c'est-à-dire que la personne, on l'a un peu ouvert, ils lui ont fait constater que son sang était noir, sombre, et ils lui ont fait échanger son sang avec l'arbre, réouvert ailleurs, et fait constater que son sang s'était éclairci. C'est donc un arbre qui sert à la purification du sang. En prenant le sang de l'homme, il lui donne le sien, et lui va purifier le sang avec sa sève. L'une des autres grandes catégories d'arbres, c'est ceux qui donnent beaucoup, c'est ceux qui produisent beaucoup de fruits. Étant donné qu'ils produisent beaucoup, c'est des arbres qui sont utilisés dans les traitements pour la fertilité, aider les femmes à devenir fertiles ou pour combattre la stérilité. C'est vraiment un rapport entre ça donne beaucoup, donc ça va permettre de donner beaucoup. Ici, vous avez une photo de l'écorce comme le musuga et donc le soro en français. Une autre écorce vraiment incontournable ici, c'est pas l'écorce du coup que je vous ai mis, c'est un peu le fruit pour changer. C'est le mupanzi, en Isangu, le mubala en français. Lui, son trait caractéristique, c'est que la cosse, quand elle s'ouvre, je n'ai pas d'échelle, je suis vraiment désolé, j'ai oublié de mettre ça. C'est légumineuse. Mais c'est comme ça, et en fait, quand elle s'ouvre avec fracas. Les feuilles. Les feuilles sont composées. Oui. C'est ça. Oui. Légumineuses. Non. Composées. Non, c'est des petites feuilles, ça ressemble à ça. Ah non. Oui. Ça s'ouvre avec fracas et ça projette les graines extrêmement loin, en fait, sur plusieurs centaines de mètres. Et ça fait un bruit vraiment fracassant. Donc, la caractéristique est qu'il ouvre la route, il dégage ce qui est mauvais. Et pour finir, le dernier arbre, qui est lui aussi un incontournable, le mongomina. Le mongomina, l'arbre à fourmis en français, sert de fourmilière à des fourmis venimeuses, en fait, qui ont comme pour caractéristique de ne jamais lâcher quand elles mordent et de piquer en rafale. Elles ont aussi comme action de dégager l'arbre autour. En fait, autour de cet arbre, il n'y a jamais rien d'autre, puisqu'elles détruisent en fait les jeunes pousses, et ils poussent tout seuls, vraiment. Ces fourmis en font le bois des hommes, parce qu'elles sont dites, le bois est dit bon pour l'érection, mais elles aussi, on dit que se faire piquer par des mongominas, ça aide à avoir de belles érections. C'est donc un arbre qui renforce le corps. Comme on peut le voir, donc, les arbres sont personnifiés, anthropomorphisés. Comme me disait l'un de mes informateurs qui s'appelle Okume,
Si tu me donnes les bonnes écorces, je te fabrique un bonhomme qui marche. On m'expliquera comment les arbres se marient. Donc comme on peut le voir ici, deux arbres sont liés. C'est en marchant en forêt, on allait récolter des écorces que les Gangas avec qui j'étais ont vu ces deux arbres et m'ont dit, se sont arrêtés, ont commencé à débattre sur le fait que ces arbres s'étaient mariés, qu'ils étaient liés l'un à l'autre et qu'on pouvait les utiliser pour fabriquer un bouiti, donc un petit fétiche, pour garder un couple marié, pour faire que le mariage dure. Donc comme on peut le voir, les arbres ont vraiment, ils ont une vie, ils vivent, ils ont des histoires d'amour, ils se lient entre eux, ils se séparent, voilà. Ce sont, comme on peut le voir aussi, ce sont bien des traits réels, physiques et observables des arbres qui sont utilisés et symbolisés, c'est-à-dire rendus symboliques, afin d'être rendus utilisables sur un plan mystique, dans la lutte surtout contre les sorciers. C'est ce que moi j'ai appelé la symbolisation du réel. Mais au-delà de ça, les arbres ont leur propre énergie et leur humeur influe sur le résultat de la fabrication des soins, des protections ou des choses comme ça. Une écorce mal prélevée ou provenant d'un arbre blessé ne pourra pas avoir les effets bénéfiques escomptés pour soigner quelqu'un, puisque l'arbre n'aura ni donné son accord, ni été en disposition d'aider, puisque blessé et meurtri. Je souhaite donc vous présenter la chaîne opératoire de la récolte des écorces, assez spécifique. Donc, quand on veut récolter une écorce, le Ganga arrive sur place à l'essence qu'il a choisie, et il va d'abord un peu déblayer la zone autour de l'arbre, pour lui faire de la place, toujours pour lui dire « tu peux te développer comme tu veux ». Ensuite, il va commencer, si le chemin est là, le chemin était ici, on voit que le Ganga vient se mettre là où on ne peut pas le voir. C'est pour que si les personnes passent, elles ne voient pas qu'on utilise cet arbre et fassent des prélèvements sauvages ou apprennent que c'est un médicament. Pour ce faire, le Ganga va poser la main sur l'arbre et va commencer à lui parler. Il faut absolument parler à l'arbre. On va lui dire pourquoi on vient, quelles sont les raisons de la venue. Je viens pour soigner, je viens pour aider quelqu'un. Cette personne a absolument besoin de ton écorce, laisse-nous la prendre s'il te plaît. C'est vraiment pour faire le soin, ce n'est pas pour faire du mal. On doit lui expliquer les raisons. On prend... En attendant, le Ganga secoue dans ses mains les costes de Nzingu, appelé en langue, c'est de la fausse muscade, du muscadier du Gabon sinon, ou de la muscade calebasse. Et dans sa bouche, il mâche le fruit entretenu dans les costes. En parlant, il va cracher aussi le fruit mâché et continuer à secouer les costes. Il y a donc comment l'arbre répond? L'arbre va répondre, c'est très simple, avec l'écosse. Le Ganga va jeter l'écosse à terre quand il a fini. Si l'écosse retombe toutes les deux dans le même sens, c'est que l'arbre accepte qu'on le prélève. Il a dit oui. C'est donc bien une discussion qui est entre les deux. On lui présente les raisons de la venue. On le fait 3 fois. Si au bout de 3 fois l'écosse ne tombe pas dans le même sens, on arrête, on passe à un autre arbre. Ça, c'est pour le premier arbre de la journée. Ensuite, après avoir fait les noix de Zingu et fait la divination, le Ganga refait une autre demande. Il va entailler l'arbre en un carré de 10 cm par 10 cm, soulever l'écorce avec la pointe de la machette et la laisser tomber par terre. Si elle tombe face interne visible, c'est que l'arbre accepte encore une fois, on lui demande 2 fois, d'être bien prélevé. Et donc, on va commencer le prélèvement. Pour prélever, en fonction des essences, on fait différemment. Ici, sur cette essence-là, qui est une écorce assez large, on fait un damier et on sépare les écorces. Le but, c'est de ne pas blesser l'arbre outre mesure. Les Gangas essayent de ne pas blesser le tronc, enfin l'aubier. Ils essayent de ne pas aller trop profond. Pour d'autres écorces un peu plus fragiles, je ne sais pas si c'est bien la photo, voilà, il ne va pas faire un damier, il fait une petite entaille ici et il glisse la lame de la machette entre le tronc et le... Parce que là, l'écorce est beaucoup plus fine, beaucoup plus fragile et il risquerait de blesser plus profondément l'arbre, ce qu'il ne souhaite pas. Excusez-moi, je n'ai pas le nom de... Je sais qu'ils appellent ça un savon parce que quand l'écorce est frottée dans l'eau, ça mousse beaucoup, mais je n'ai pas trouvé le nom scientifique de l'essence. Vous l'avez en vernaculaire? Là, sur la photo, je l'avais plus. Je ne sais plus c'est laquelle des 3. Il y a 3 essences qui font ça, qui se ressemblent beaucoup, et je ne sais plus c'est laquelle. Je ne voulais pas mettre de bêtises. Donc, comme on peut le constater, un dialogue est établi avec l'arbre. Le Ganga lui explique donc oralement, en le touchant, les raisons de sa venue et ce qu'il attend de l'arbre, pour permettre à celui-ci de répondre. Donc, le Ganga utilise les noix de Zingu qui servent donc de médiateur entre humain et arbre. L'arbre comprend le langage humain, mais nous, on ne peut pas avoir sa réponse, hormis avec un médiateur. Donc, voilà. Ensuite, on ne part pas comme ça. On ne laisse pas l'arbre nu comme ça, comme je le montrais ici. Le Ganga va prendre de la terre du sol et va venir frotter la plaie qu'on vient de lui faire, et en même temps continuer à communiquer avec l'arbre. On lui dit merci, on redit encore que c'est pour faire le bien, qu'on est désolé d'avoir dû venir le prélever, et qu'on va prendre soin de ses écorces et les utiliser à bon escient. Ensuite, j'aimerais me pencher sur un autre exemple.
c'est celui du fromager. Alors, oui, excusez-moi, non. Les écorces, en voilà un nombre assez conséquent après récolte de beaucoup d'espèces. Elles vont donc servir, par exemple, pour les soins. Ici, c'est pour le montage, pour des bains, pour faire des bains du corps, pour se laver. C'est pas juste pour se laver le corps, c'est vraiment des soins, des traitements qui permettent d'enlever tout ce qui est mauvais en soi. Et il faut savoir que le patient, quand il prend ce bain, il doit encore parler. Il doit parler aux sauts, mais donc aux écorces et aux esprits qu'elles contiennent. Il doit dire, je viens pour ça, je fais ça, veuillez m'aider s'il vous plaît à m'améliorer, à me renforcer, à faire que les autres me voient mieux, des choses comme ça. Le fromager, c'est vraiment un exemple typique des arbres d'exception au Gabon. Son trait caractéristique, c'est qu'on ne peut pas le grimper. Donc, quand il est jeune, on ne peut effectivement pas le grimper parce qu'il est rempli d'épines comme ça. Et quand il grandit, c'est des arbres qui peuvent atteindre 50 mètres avec des troncs de 2 mètres de diamètre de large, donc, et pas de branches avant la cime. Donc, de toute manière, vous ne pouvez pas le grimper. Le grimper, c'est mourir. Donc, c'est des arbres utilisés pour cacher les protections du corps. Quand on fait une protection du corps au Gabon, quand on protège la personne avec une protection, on met le corps de la personne à l'intérieur avec des morceaux d'ongles et de cheveux, et on doit les cacher quelque part. Elles ne sont pas juste jetées ou enterrées dans le sol, elles doivent trouver un écrin qui est valable. Et comme on ne peut pas le grimper, enterrer la protection dans le tronc d'un fromager, c'est empêcher le sorcier de venir chercher le corps de la personne. Une autre chose, c'est que comme vous pouvez le voir ici, vient d'être effectué un essart, et pourtant le fromager est toujours debout. On ne coupe jamais un fromager au Gabon. On essarte tout, sauf le fromager. Jamais. Parce que déjà, il peut y avoir des protections, on ne sait pas s'il n'y a pas une protection à soi à l'intérieur ou de quelqu'un d'autre, donc le couper, ça serait terrible. Et ensuite, parce que ça serait s'attirer ses foudres, et on rendrait la terre stérile. En tout cas, le terrain serait inutilisable. Si vraiment, vraiment, vraiment il faut le couper, il faut savoir que même les Occidentaux qui viennent, les forestiers occidentaux qui viennent, demandent à des gangas d'intervenir pour effectuer des rituels pour les enlever. Donc on a vraiment un respect énorme pour ces arbres au Gabon, et il est hors de question d'aller couper un fromager sans demander à un ganga d'être intervenu auparavant. Donc pour faire les protections, c'est la même manipulation que pour prélever l'écorce. On va venir parler à l'arbre, lui expliquer pourquoi on vient, pour quelles raisons on a choisi cet arbre, pour quelles raisons on veut insérer la protection à l'intérieur. Et en fait, les gangas, comme on peut le voir ici, vont en fait utiliser les noix de zingo, refaire une demande. Si l'arbre accepte, le ganga recommence en lui faisant cette petite entaille et vérifie bien qu'il accepte encore en regardant si l'écorce tombe face externe. Ensuite, il va creuser un trou à l'intérieur du tronc assez profond pour insérer la protection, qui va être fixé dans le tronc avec un énorme boulon qui est frappé au marteau. L'arbre est donc toujours vraiment inclus, on lui demande toujours son avis dans tous les rituels. Donc, une véritable interaction, discussion est établie avec l'arbre, on lui confie même le corps, la représentation du corps. La protection, c'est vraiment, il faut le voir comme un deuxième corps. Quand on fait une protection pour quelqu'un, on crée un deuxième corps pour la personne. On la confie au fromager. C'est vraiment, je sais pas, c'est une interaction forte, je trouve, de se dire, oh, je vais le cacher et c'est à toi de protéger ce corps. C'est vraiment, on te confie son esprit avec ton esprit. D'autres histoires, puisque, voilà. En finissant avec les fromagers, l'un des arbres, il y a plusieurs arbres aussi exceptionnels sur le terrain du maître rituel avec lequel j'étais. L'un des arbres, par exemple, a été consommé par tous les initiés depuis qu'il a son temple à cet endroit-là, donc ça fait 30 ans. Donc tous les gangas, quand ils passent à cet endroit-là de la forêt, font toujours un geste, ont toujours un mot pour cet arbre qui les a en soi tous vus naître, en fait, il les a tous servis à leur deuxième naissance. On a un autre arbre que j'ai pas en photo, mais qui en fait a servi à la confection du temple. Les temples sont construits sur 2 piliers et une poutre. Et en fait, un seul arbre a été utilisé, qui était sur le terrain, pour construire tout le temple, en fait. Donc, avec son tronc en entier, ils ont fait les 2 piliers et la poutre. Donc, on peut voir que cette relation, et le Ganga en tire une très grande fierté, il avait une relation très forte avec cet arbre, et il a toujours une relation très forte avec les poutres la poutre et les 2 piliers. Et on lui a confié le temple, sa structure, sa force. Tout est dans cet arbre. En fait, c'est lui qui porte son bouiti. C'est vraiment cet arbre-là. Les arbres sont donc bien vus, tout d'abord, comme des êtres à part entière, qui se marient, par exemple, ou
ou ont aussi leur propre vie, mais aussi bien comme des êtres d'exception qui permettent, quand on les connaît et les respecte, de soigner, protéger et même pratiquer la divination. En effet, au Gabon, quand on est initié, on n'est pas devin tout de suite, c'est la première étape, c'est la base, et c'est bien par l'iboga qu'on devient. Donc on est par l'iboga. Ensuite, le deuxième rituel, la deuxième étape, on peut dire, c'est idika, qui est en fait un plat qui consiste à consommer, c'est de l'huile de palme, du poulet et des écorces. Le poulet est un composant qui sert à parler aux esprits, qui sert de messager divin, en fait, il sert à aller parler aux esprits. Mais c'est vraiment les écorces qui servent de renforcement, qui servent de base à la divination. Donc c'est bien les arbres qui sont mangés, c'est bien ce qu'ils apportent qui va servir à faire la divination. La troisième étape dans la carrière divinatoire d'un Ganga, c'est de prendre Motoba, c'est d'avaler un bébé silure vivant. Souvent, tout le monde s'arrête à ça, mais en fait, la silure est recouverte d'une poudre d'écorce. Avant, dans les autres bouitis, c'était de la poudre d'ossement. Ici, elle est recouverte de poudre d'écorce, et c'est bien les écorces qui sont importantes, me disait le maître rituel. La silure, il dit, c'est un support, c'est un tracteur. Le but du tracteur, c'est d'emmener les écorces là où elles doivent aller. Donc, c'est bien les écorces, le support de la divination dans le Bwiti Misoko à Sangedia. Ça montre bien toute l'exception, toute la force qu'ils donnent aux arbres et à ce qu'ils leur apportent et à leurs esprits. Donc, dans tous ces rituels, c'est bien donc les écorces qui viennent donner ses pouvoirs au Ganga. C'est les écorces qui lui permettent de réaliser son quotidien de devin guérisseur. C'est par l'iboga que l'on devient Ganga, puis par les écorces contenues dans l'Edika que l'on crée le soubassement qui vient assurer la divination, et enfin par les écorces sur Motoba que l'on renforce définitivement. Dans la Sangedia, les arbres et leurs écorces sont omniprésents et incontournables. Il me manque cependant, avec un seul terrain, encore de trop nombreuses informations, notamment sur la vision que mes informateurs ont de leur relation à l'arbre. Quel niveau d'individualité lui accorde-t-il? L'arbre a un esprit, mais est aussi habité par des esprits. Comment alors se construisent les relations vis-à-vis de ça? Les interactions aussi entre les arbres sont importantes. Il faut savoir que quand on croise un iboga sauvage en forêt, il n'est jamais seul. Et donc, mes informateurs me disaient, si on lui casse une branche, à un des plants, tu entendras les branches de tous les autres se casser. Donc, il y a toujours des histoires, il y a toujours quelque chose. Tous les arbres sont exceptionnels. Ils peuvent s'arrêter et vous raconter des histoires sur tous les arbres. Ces arbres qui se cachent, quand on les cherche, on m'a aussi dit ça, on cherchait un arbre, celui-là notamment, on a mis des heures à le trouver, alors que c'est son terrain, il sait très bien où il est, ou d'autres arbres qu'on devait chercher pour une autre initiation, qu'on me disait toujours, à ce moment-là, quand on les cherche, ils se cachent toujours, alors qu'on connaît par cœur leur emplacement à force de venir. Ce rare au cœur de la forêt et qui fascine par leur présence même, celui-là m'a vraiment, je vous l'ai mis en photo, ça rend pas, mais c'était un arbre, quand on l'a trouvé, bon, on a marché 2-3 heures pour le trouver, donc déjà j'étais content de le trouver, mais ensuite il est vraiment majestueux. Il faut se dire que la forêt est complètement recouverte, mais lui il était seul, il a un tronc de presque 2 mètres d'envergure, enfin, il était magnifique, il est tout droit, je n'ai pas son nom scientifique, je ne l'ai pas trouvé, en langue il s'appelle le Mosida Mango. En tous les cas, il suffit d'une seule sortie en forêt avec des gangas pour que les comprendre que ces arbres sont des êtres d'exception non humains. Voilà. C'est un Mosida Mango en Isogo ou en Isangu. Voilà. Isogo. Je ne sais pas si j'ai encore le temps, j'avais une vidéo, mais... Merci beaucoup pour cette belle présentation. C'est très intéressant de vous écouter sur ce sujet. Et j'ouvre aux questions. J'attends qu'il réémerge. Colette Méchin, je voudrais savoir si par hasard alors je ne connais rien de ces plantes ni autres, on en reparlera tout à l'heure, mais les écorces servent à quoi d'autre en dehors de la magie? Est-ce qu'on te fait des tressages? Est-ce qu'il y a d'autres occupations, j'allais dire profanes, autour des écorces des arbres? Alors moi personnellement, j'ai vécu pendant 3 mois avec des gangas. Donc je n'ai pas vu si les personnes utilisaient les écorces pour autre chose. Pour tresser, je sais ce qu'ils utilisent. Ils utilisent une liane. Donc je sais que ce n'est pas des écorces. Mais non, après, moi j'avais jamais mangé d'écorces. Là-bas elles sont consommées. Mais c'est toujours, en tous les cas, moi je l'ai vu toujours dans un cadre rituel. Après, des études sont menées au Gabon en ce moment. Parce qu'on s'intéresse toujours aux devins guérisseurs et aux gangas. Mais il y a aussi des tradis praticiens là-bas qui ne sont initiés à rien et qui utilisent les plantes. Mais ça sera toujours pareil. C'est toujours dans un cadre pour soigner. Moi, en tout cas, l'utilisation des écorces au Gabon, c'est toujours dans le cadre de soins, de protection, ou alors de divination, consommées pour la divination. Je ne les ai pas vus utiliser de manière, comme vous l'avez dit, enfin profane, non. Non, mais des paniers ou des choses qui seraient tressées en dehors des lianes, hein? Non, non, non. Enfin, moi, j'ai pas vu en tout cas. Oui.
Déjà, j'aimerais préciser que je suis gabonaise. Donc, tous ceux qui... moi, c'est Binta Sonia. Je suis étudiante en Master 1 Ethnologie. Et je viens d'arriver justement du Gabon. La dame demandait si il y avait autre usage hormis l'usage thérapeutique. Je dirais oui, parce que les écorces des arbres, à des moments, il y a dans je vais dire quoi, des campements. C'est surtout là où habitent les Nganga. Souvent, ils habitent dans les forêts, parfois au milieu des rivières. Et ils prennent souvent des écorces, vraiment des grands arbres pour recouvrir les maisons. Bon, ça, ils appellent ça le camp de garde. Le camp de garde, souvent là où ils s'asseyent pour raconter ou pour faire, ils recouvrent souvent ces maisons-là des écorces. Et hormis ça, on utilise aussi pour certains, je vais dire quoi, pour des repas. Également, il y a des gens qui mangent des écorces des arbres, hormis l'usage thérapeutique. Les écorces ont vraiment beaucoup d'usages, quoi. On utilise les écorces pour faire des tas de choses, pas seulement dans le domaine de la médecine. Elle a raison. L'intérieur du corps de garde, du temple, en fait le corps de garde, le temple dans le Bwiti Misogo, effectivement, c'est vrai, j'ai oublié, les murs sont recouverts d'écorce, effectivement. Elles sont d'une écorce que je ne connais pas, en tout cas d'une seule écorce qui est ensuite gravée de façon, ça serait long de retrouver une photo, de façon à avoir des taches en fait. Elle est tachetée après, et donc tout l'intérieur du corps de garde est recouvert de ça, c'est ça. Et les portes des maisons, des fois aussi, d'écorce aussi, ouais. C'est ça. Excusez-moi, madame, le stress. Ben, je vais le faire là parce que je voudrais vous féliciter pour la conférence qui est très intéressante, très dense. J'ai plusieurs remarques rapides à faire et des questions aussi. Première, à propos des écorces, en général dans les pays sociétés traditionnelles, alors peut-être plus maintenant, mais autrefois, partout il y avait, comme au Gabon, comme à Bornéo, comme en Amazonie, on utilise les écorces aussi pour les vêtements, écorces battues, bien sûr. Ça, c'est les peuples de forêt. Alors évidemment, maintenant, c'est plus très utile. Autrefois aussi, la nourriture, donc les écorces, et puis tout ce qui est sparterie, les cordes, surtout, mais pas toutes les écorces, en fait, les cordes, donc probablement, ça a moins d'usage maintenant, c'est pour ça que vous l'avez peut-être pas vu. La question qui découle de ceci, c'est par rapport à ce que la remarque de notre étudiante, mademoiselle Sonia, qui faisait remarquer que ce sont des habitants en forêt, près des rivières, etc. La question c'est, pour le futur, est-ce que vous pourriez regarder le rapport qu'il pourrait y avoir avec les pygmées, le savoir des pygmées, puisqu'il y a des pygmées au Gabon, et qui sont des peuples éminemment forestiers, et parce qu'en général, les savoirs ésotériques, magiques, thérapeutiques, approfondis liés à la forêt viennent en général dans les sociétés internationales de ces comparativement proches, si vous voulez, comme en Malaisie ou comme ailleurs en Afrique forestière, ça vient souvent des sociétés de chasseurs-collecteurs pygmées ou enfin ce qu'on appelle les pygmées qui vivent, disons, en forêt. Ce serait intéressant de voir s'il y a un rapport, si le Bwiti on le retrouve sous une forme archaïque ou similaire ou pas du tout, et si le savoir a pu être inspiré ou nourri ou influencé par le savoir des sociétés chasseurs-collecteurs forestiers. Voilà, c'est une question. 3 remarques rapides. La propitiation au départ, quand la photo numéro 2, quand le monsieur est devant et il prend un morceau d'écorce, et si elle tombe du bon côté, c'est bon, et l'arbre répond oui, répond. Là, on retrouve exactement la même chose chez les Thaïs, les Khmers, les Chinois aussi, les bouddhistes Theravada, dans les pagodes, lorsqu'on va demander une divination, un augure, c'est-à-dire en fait une réponse, oui ou non, c'est toujours des réponses binaires, des questions et des réponses en binaire, c'est blanc-noir. Et donc on place un morceau de bois en forme de carambole, enfin c'est comme un haricot de bois sculpté et peint, et s'il tombe du côté concave ou convexe, mais ça peut être une autre forme du moment que c'est pile ou face en fait, c'est toujours un peu pile ou face.
ça peut être éventuellement d'autres supports, mais si ça tombe exactement comme ça, c'est oui, sinon c'est non. Donc c'est quelque chose que vous pourriez développer comparativement dans d'autres sociétés, c'est intéressant. Et puis le fait de demander de prévenir l'arbre, de s'excuser auprès de lui, qu'on prélève un petit peu, il ne faut pas qu'il s'inquiète trop, enfin on lui parle. Alors, à la fois une remarque, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les sociétés, notamment en Amazonie, j'imagine, mais ailleurs aussi, dans les sociétés de chasseurs-collecteurs, où la chasse joue un rôle important, où on va prélever en disant à l'animal l'attraper, un peu comme dans le film Le Dernier des Mohicans, la première séquence où on voit l'Indien s'excuser auprès de l'animal tué et dire pardonne-nous, mais on l'a fait, c'était nécessaire, ça va nous nourrir, pardon, c'est joli, on l'a joliment fait, etc., etc. Et donc, une relation d'un être d'exception non humain qui est considéré par ces gens-là comme l'équivalent d'un humain, et là, en l'occurrence, c'est un végétal. Donc, vous voyez, il y a une corrélation. Donc, ma question qui vient directement, c'est est-ce qu'il y a pour eux, alors c'est peut-être une réponse que vous auriez ultérieurement, parce qu'il a fait seulement 3 mois de terrain, c'est un pré-terrain, est-ce qu'il y a dans l'arbre, il y a une entité qui vit en permanence, ou bien l'entité est l'arbre? Il faut développer cette... parce que savoir si c'est l'arbre lui-même qui est questionné, donc ça renvoie aux ontologies descoliennes, savoir si c'est une perspective naturaliste ou plutôt animiste ou analogique, ou bien... oui, je vois analogique ou animistique plutôt, animiste. Et donc, vous verrez aussi que M. Coty, qui est un peu le spécialiste de ces questions ici, bah, quand même. Et enfin, dernière remarque, ça concerne le fromager, donc les sards. Alors, effectivement, l'arbre lisse qui est qu'on grimpe, on ne grimpe pas, mais on coupe pas. Vous dites, on ne doit pas le couper pour des raisons uniquement, pour l'instant, vous l'expliquez, des raisons rituelles, des raisons mythiques, symboliques. C'est ce que vous avez signalé. Alors, je rappelle que dans mon expérience peut-être elle n'est pas complète, elle est légère. Oui, il y a aussi une raison pratique. Une vie ne suffit pas en ethnologie, mais dans toute mon expérience de terrain partout, il y a toujours une raison pratique associée à une raison symbolique. C'est-à-dire que le mythe justifie, certes souvent a posteriori, mais d'abord il y a une raison, ou en tout cas il y a une raison pratique, pragmatique, toute bête. Ne serait-ce que, par exemple, dans un essart, partout dans le monde tropical, en général, c'est des terrains assez pentus, ce sont des terrains exposés à de très fortes pluies violentes en quelques heures, c'est des espaces de temps extrêmement brefs, des intervalles brefs, où la couche de terre arable est très faible, et donc, si on ne maintient pas des arbres dans la parcelle, la terre part. C'est ce qui arrive avec les colons venus des basses terres, qui arrivent dans ces terrains des hautes terres, qui ne savent pas et qui déboisent tout, et après tout le glissement de terrain a lieu et ils perdent tout, quoi. Ils meurent aussi avec. Donc voilà, c'est des questions à revoir peut-être avec des réponses qui seront peut-être d'ailleurs en opposition avec ce que je questionne. Non, mais pour l'esprit de l'arbre, je l'ai dit à la fin, ça, parce que pour l'esprit de l'arbre, des fois il me disait il faut s'attirer les bonnes grâces des esprits qui vivent dans l'arbre. Et des fois, il me parlait de l'esprit de l'arbre lui-même. Donc il y a bien les deux. Il y a des esprits qui vivent dans l'arbre, et l'arbre a lui-même un esprit. C'est ça. Et la première question, je peux y répondre aussi, et j'ai zappé. La première question, c'était c'était en rapport avec la propitiation. Oui et non, c'est pas ça. Oui, je sais pas. Je suis désolé. Je vais me rappeler. Savoir si il existe des rapports avec les pygmées. Les pygmées. Les pygmées, c'est mon objectif. C'est un peu. J'aimerais les rencontrer. C'est des peuples très secrets. Leurs rituels sont reconnus comme très puissants au Gabon. Il y a toujours beaucoup d'histoires autour des pygmées au Gabon. Et pour les rencontrer, c'est mon objectif en thèse, en fait. Il faut un plus long terrain. Pour aller à leur rencontre, il faut un plus long terrain. Et c'est surtout une adaptation. J'aimerais aller au Gabon un peu plus longtemps avec une adaptation physique plus longue, parce que c'est des conditions de vie qui vont être... Là, j'étais déjà sans eau, sans électricité, compliqué. Là, c'est vraiment sans maison en dur. Ils vivent en forêt. Les pygmées vivent en forêt, pas au bord. Là, on vivait au bord de la route, c'était dégagé.
les pygmées vivent en forêt, Concernant vivent encore à l'ancienne, quoi. Les pygmées, il faut signaler, alors à l'intention notamment des jeunes étudiants ici, les plus inexpérimentés, il faut signaler impérativement l'extraordinaire travail du LACITO, du Laboratoire des langues, civilisation et tradition orale, qui a sorti depuis maintenant 30 ans une encyclopédie qui sort petit à petit, interdisciplinaire, qui mêle la botanique, la linguistique, d'abord la linguistique, la botanique, la technologie, etc., la toponymie, la pédologie, minéralogie, l'ethnologie au sens de la parenté, etc., et qui s'appelle l'encyclopédie Pygméaka. C'est un chef-d'œuvre collectif dont le énième numéro, le 22e, je crois, fascicule, vient de sortir sous la direction actuelle de ce qui était à l'époque le plus jeune de l'équipe, c'est Bahuchet. Je travaille sur le Serge Bahuchet du Muséum, qui était le spécialiste de ces pygmées. Donc, vous avez dans cette somme, qui n'a pas d'équivalent dans le monde, à ma connaissance, mais c'est vraiment un travail de longue haleine extraordinaire, qui doit être connu de tous les étudiants en ethnologie. L'encyclopédie des pygmées Aka de Centrafrique, c'est paru au Muséum national d'histoire naturelle. Pour l'instant, il y a 22 ou 23 fascicules. C'est un travail incroyable. Et peut-être il y a déjà un certain nombre de réponses possibles, peut-être pas exactement liées au Gabon ou à votre terrain, les Mitsogo, mais comparativement proches, où sont des sociétés, puisqu'ils ont des rapports avec les autres sociétés sédentaires bantou, de langue bantou, en Centrafrique ou au Cameroun également, il y a des pygmées, enfin il y en a dans toute la zone. Donc c'est des pistes en tout cas que je vous invite à explorer, oui. Bonjour, Alexandre Grand-Georges, étudiant en médecine. C'est pour savoir si dans la suite, justement en plus ça va avec le côté théorique et pratique des choses qu'on voit. Si plutôt tu voudrais plutôt approfondir du côté, dans la suite, si tu voudrais approfondir plutôt du côté association subjectif, ou plutôt dans le côté pratique, dans le sens où on pourrait penser que toutes ces images par rapport aux arbres pourraient être en fait des moyens mémotechniques pour retenir une grosse pharmacopée que constituent en fait tous ces arbres. Pour savoir si tu voudrais plutôt approfondir dans le côté image ou plutôt dans le côté rapport au réel à travers l'image. Bien sûr, les deux en fait, et les deux, de toute façon c'est en rapport l'un à l'autre, et oui, comme je l'ai dit, de façon courte, la symbolisation du réel est un concept que j'ai introduit dans mon mémoire, et qui est effectivement une façon d'avoir une ethno-encyclopédie en fait. C'est effectivement une encyclopédie orale extrêmement efficace, et quand on marche en forêt après l'avoir appris, on voit les choses complètement différemment. Après, la somme de choses que j'ai appris par rapport à un ganga est ridicule. C'est les gangas avec lesquels j'étais, le père spirituel qui était là, c'est 30 ans, 40 ans qu'il est initié et qu'il pratique. Donc il a une somme de savoir phénoménale que cette symbolisation du réel lui permet de garder. Donc un savoir encyclopédique, oral, qu'il arrive à garder dans sa tête par association. Donc oui, mais je souhaite continuer à travailler sur les deux. Je n'ai pas de choix. Voilà. Merci à vous. Bravo.